Oui. Bon. Bon, alors j'ai 3 casquettes. J'en ai une, je suis sage-femme à l'hôpital au CHU à Montpellier. Et j'ai un poste de coordination grossesse et addiction depuis 1997. Et je travaille à temps partiel à tiers-temps au réseau périnatal régional Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon, où là, je m'occupe de toutes les actions périnatalité et addiction dans la région. C'est-à-dire que là, c'est plus en direction des professionnels. Et après, je participe à l'aventure du GEGA depuis le début. Et je suis présidente du GEGA actuellement, effectivement. Alors, j'interviens pas comme d'habitude, parce que j'ai écouté ce que vous m'avez demandé et j'ai essayé de répondre à votre demande. Donc je vais vraiment cibler plutôt ce qui se passe, enfin l'intérêt d'une sage-femme de coordination grossesse et addiction et à quoi ça sert et à qui ça répond. Avant, quand même, pour la question de l'allaitement. Alors, en fait, en Languedoc-Roussillon, on a travaillé avec un groupe de pilotage sur des référentiels périnatalité et addiction, des fiches techniques, des conduites à tenir. Et en ce qui concerne l'allaitement et le cannabis, c'est quand même assez compliqué parce que les recommandations américaines, c'est pas d'allaitement. Que là, dernièrement, les gynéco-obstétriciens viennent de sortir leurs recommandations sur le postpartum et il y a le cannabis qui est en gros comme ça et que ça complique les choses. Mais en Languedoc-Roussillon, la position des pédiatres, c'est pas contre-indication à l'allaitement quand il y a du cannabis, c'est soutenir l'abstinence. Voilà, le plus important est de se caler sur la position du pédiatre de la maternité où votre patiente va accoucher. Sinon, c'est trop compliqué. C'est ça, en fait, le plus important. C'est qu'il n'y ait pas d'incohérence, ce que tu disais. Bon. Alors, donc, substances psychoactives et grossesse, quel est le problème ? Donc, on a bien vu que ces consommations peuvent avoir des conséquences sur la grossesse, sur l'enfant, mais aussi sur l'équilibre familial. Je pense qu'on va aussi en parler cet après-midi. Les femmes qui consomment, elles sont dans des usages complètement différents les unes des autres. Il y en a qui sont dans des usages sains, ça les inquiète beaucoup. Il y en a d'autres qui sont dans l'usage nocif. Il va y avoir un problème pour la grossesse ou pas, un problème pour elles ou pas. Et elles peuvent aussi être dépendantes. Toutes ces femmes, elles ont peur d'en parler aux professionnels de périnatalité. Elles ont souvent honte. Et elles s'adressent très peu au secteur de soins et d'addictologie. Sauf quand elles sont déjà suivies par le secteur de soins. Le problème des consommations, c'est qu'elles sont sous-repérées par les professionnels de périnatalité. Ils ont beaucoup de mal à aborder le sujet avec les patients, et principalement parce qu'ils ne savent pas quoi faire une fois qu'elles ont dit oui. Les enfants qui ont été alcoolisés in utero, donc c'est un enfant sur 100, ces enfants ne bénéficient pas d'un suivi optimal puisqu'ils ne sont pas repérés et on ne leur propose pas de soutien et pas de suivi précoce. Or, les femmes enceintes qui consomment des produits, elles, ce qu'elles demandent, c'est d'être suivies comme des femmes enceintes comme toutes les autres. Elles ne veulent pas être jugées, elles veulent quand même qu'on puisse répondre à leurs questions et qu'on ne leur demande pas de changer comme ça tout de suite maintenant. Elles veulent garder une maîtrise et puis avoir un enfant en bonne santé et ne pas être séparées de lui. Et ça, c'est des notions sur lesquelles on peut se rencontrer. Parce que les objectifs en maternité, c'est d'abord la mise en confiance des parents, qu'une fois que les femmes viennent, elles reviennent une deuxième fois, donc elles accrochent au sujet du process, et qu'ensuite elles puissent se confier, et à partir de ces confidences, qu'on puisse proposer des choses, et qu'elles adhèrent aux propositions. C'est aussi prendre en compte la place des pères, et ça c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus dans les maternités. Le deuxième volet des objectifs, c'est la sécurité de l'enfant. Et sur la sécurité de l'enfant, objectif commun avec la mère, on peut travailler à la réduction des risques pour l'enfant pendant la grossesse. On peut travailler à préparer l'après, préparer une continuité entre la grossesse et l'après-grossesse, favoriser un bon lien vers l'enfant et préparer les conditions d'un suivi précoce et prolongé de l'enfant et de sa famille.
C'est là où la place de la PMI intervient et ça doit s'anticiper dès l'accueil en maternité. Et le premier volet, c'est qu'elle accroche au suivi. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé? D'améliorer l'accueil en consultation des femmes enceintes consommatrices. On a proposé une orientation simplifiée pour les consultants de la grossesse, parce que quand une patiente dit qu'elle consomme, il s'adresse à une seule personne. Des protocoles de suivi grossesse à risque, donc c'est ce qu'on a travaillé beaucoup au niveau régional. Et ces protocoles de suivi et ce suivi de grossesse à risque, ça va être la colonne vertébrale du travail en réseau. Une coordination du suivi, donc jusqu'à la sortie de l'enfant, du début de la grossesse, le plus tôt possible, comme disait Claude, et au retour à domicile, jusqu'à la sortie. Une hospitalisation, si possible, conjointe en maternité mère-enfant. Et puis, pour avoir un changement de l'accueil à la maternité et des hospitalisations de ces mamans et les conjoints sereins en maternité, il faut un soutien des équipes. Dans ce soutien des équipes, on a également besoin de s'y mettre souvent plusieurs. Alors, quel cadre de travail? En fait, on a une coordination grossesse et addiction. C'est une unité fonctionnelle en maternité depuis 1997 et qui est rattachée à l'ELSA depuis 2008. Sur le plan financement, au départ, c'était des financements comme les équipes d'addictologie. Et puis, c'est là, c'est sur les médias d'addictologie. Donc, c'est pour ça que c'est rattaché à l'ELSA. Au niveau des moyens, en fait, on a un équivalent temps plein de sage-femme qui est divisé en deux. Enfin, on est deux sages-femmes maintenant. Il y a 2 vacations de pédopsychiatre et il y a une vacation de pédiatre qu'on a perdue en 2014. Et un point capital, c'est on a un bureau en consultation gynéco avec un téléphone et un répondeur. Ce qui fait que les patientes et les professionnels peuvent appeler directement un numéro précis et pas le secrétariat général qui est occupé. Alors, ça concerne aussi, c'est pour qui? C'est pour les femmes enceintes qui déclarent une consommation de substances psychoactives pendant leur grossesse, donc opiacés, hormones de substitution, cocaïne, enfin tous les types de produits, y compris les troubles du comportement alimentaire. Alors, on n'est pas encore sur jeux et vidéos, là, parce qu'on n'a pas encore évalué les conséquences sur la grossesse. Les troubles du comportement alimentaire, mais c'est également pour les femmes qui désirent être enceintes. Et on essaye de développer des consultations anticonceptionnelles. Après, c'est aussi pour les femmes qui sont suivies dans le circuit addicto et qui se retrouvent enceintes. Je précise quand même qu'on a une sage-femme tabacologue en plus dans l'équipe et que l'aide à l'arrêt tabac est effectuée par la sage-femme tabacologue, même si on fait, ma collègue et moi, des initialisations de suivi tabaco. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit présenté comme une sage-femme référente pour les patients qui prennent des psychotropes ou qui ont des addictions. On n'est pas sage-femme addictologue. Parce que quand on dit ça aux patientes, en général, on rate la rencontre, parce qu'entre sage-femme et addictologue, elles n'entendent que addictologue, elles sont déjà sur la défensive. Il va falloir qu'on les apprivoise avant de pouvoir les orienter vers un service d'addicto. Elles sont adressées ou pour un entretien, type entretien prénatal précoce, ou pour une consultation de grossesse, une évaluation du risque des différents produits et puis de l'ensemble de la situation sur la grossesse et l'organisation du suivi prénatal, ou pour une coordination en lien avec le gynécologue obstétricien, parce que ça va être le lien le plus étroit, et puis ensuite avec l'ensemble du réseau. Dans ces cas-là, il va y avoir un certain nombre de tâches, planification du suivi, les orientations, le travail en réseau, ce qu'on appelle le suivi du suivi, c'est-à-dire quand on oriente, il faut pouvoir revoir les dames. Il y a un rôle de médiation entre les parents et l'équipe pendant l'hospitalisation. Il y a un gros boulot de préparation des hospitalisations, à la fois avec les mères et avec les équipes, pour que ça se passe bien et qu'elles se sentent contenues et soutenues pendant ces temps-là. Je précise qu'on hospitalise en maternité les femmes pour des sevrages d'alcool et pour des initialisations de traitement de substitution aux opiacés. En plus des raisons d'hospitalisation liées à la grossesse. Après, il y a aussi un travail de préparation de la sortie. C'est pour ça que c'est un poste de coordination, c'est pas qu'un poste de consultation, pour pouvoir suivre les dames et aider les équipes du début jusqu'à la fin.
niveau de la prise de rendez-vous, il y a deux possibilités. C'est ou par le secrétariat de gynéco-obstétrique ou par ce fameux répondeur, ce fameux téléphone dans le bureau. Donc, qui adresse, là je vous ai sorti la page de rapport d'activité. Donc, c'est obstétrique. Donc, le rapport d'activité, je le transmets à l'ELSA. Et c'est l'ELSA qui le transmet ensuite à l'administration. Donc, qui adresse en premier, c'est l'obstétrique. Ou les secteurs d'hospitalisation ou un autre consultant. Ça peut être de l'extérieur ou de l'intérieur de l'hôpital. Après, c'est le service médico-sociaux, les médecins généralistes, les patients PMR, le bouche à oreille, la psychiatrie, la pédopsychiatrie, les structures spécialisées en toxicomanie, vous voyez, ça vient sur la fin. Et les structures spécialisées en alcoolologie, c'est encore différencié parce que c'est différencié en rapport des aides. C'est pas le plus important. En fait, la plupart des patients qu'on voit ne sont pas suivis en addictologie. Après, je vous donne une petite situation. Voilà, par exemple, là, c'est un gynéco qui appelle, donc sur l'aide. Et il me dit, j'ai en consultation une femme enceinte de 17 semaines qui fume 5 joints par jour. Tu peux la voir? Voilà, donc c'est une patiente qui est très volubile, qui est très dispersée, elle est très contente d'être enceinte. C'est une surprise, elle s'en est aperçue à 10 semaines. Ça fait partie de... Quand j'essaye de cadrer l'entretien, j'essaye de voir quand est-ce qu'elle s'est aperçue qu'elle était enceinte. Donc elle a une situation un peu compliquée, elle a confiance en la fidélité de son compagnon, il veut s'impliquer pour l'enfant, mais il y a beaucoup de suspicions autour de est-ce qu'il veut vraiment, est-ce qu'il m'aime vraiment moi, est-ce que c'est pas une autre qu'il aime. Ça prend beaucoup de place tout ça. Donc j'essaye de passer à autre chose, et en fait elle me dit qu'elle fume 5 joints par jour, 10 cigarettes, elle me dit que le père de l'enfant lui met la pression pour qu'elle arrête. Et elle ne boit plus d'alcool depuis qu'elle est enceinte. Elle en est très fière parce qu'elle me dit qu'elle ne pouvait pas dormir sans ces 3 grandes bières le soir. Voilà. Elle a une histoire familiale très compliquée. Elle a des relations avec son père, qui sont des relations un peu de copains. Et elle a été placée en famille d'accueil. C'est quelque chose qu'elle a intégré comme quelque chose de très positif pour elle. Et elle a toujours des liens avec la famille. Sa famille, d'ailleurs, elle est allée chez eux. Elle leur a annoncé la grossesse. Elle habite loin de Montpellier, donc en zone rurale. C'est quelque chose qui complique. Et elle est au chômage. Elle n'a pas de véhicule, ce qui complique encore, ça veut dire prendre 2 bus. Donc elle a déjà tous ses rendez-vous avec le gynéco planifié et elle a un médecin généraliste en qui elle a confiance. Ça fait partie aussi de ce que j'essaye de chercher, c'est quels sont les professionnels en place. En fait, ce qu'elle me demande, elle me dit qu'elle voudrait que son conjoint l'aime et elle voudrait lui montrer qu'elle peut arrêter de fumer du cannabis. Donc qu'est-ce qu'après? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc les points de sécurité, c'est qu'elle demande de l'aide. Elle a déjà un suivi médical somatique, ça simplifie les choses parce que moi je peux faire des consultations de grossesse, mais je vais rajouter quelque chose sur le suivi, mais je ne vais pas remplacer. Et elle n'a pas de problème pour aller au rendez-vous, même si c'est compliqué pour elle au niveau des trajets. Donc elle est, au niveau des points de la sécurité, elle est quand même très isolée, elle ne peut pas s'appuyer sur son père ni sur son compagnon. Il y a les consommations d'alcool jusqu'à 8 semaines de grossesse, c'est 10 semaines d'aménorrhée. Elle a une histoire compliquée. Donc l'idée, ça va être d'organiser un soutien proche de son domicile pour qu'elle ait un soutien de proximité et qu'on centralise pas sur l'hôpital. Donc il va y avoir un travail de liaison avec la sage-femme de PMI pour qu'elle puisse la soutenir, lui faire connaître le réseau local. Et puis une orientation vers la dicto de proximité. En fait, il y a une antenne de l'emploi pas très loin. Et comme elle a vraiment besoin de parler, envie de parler et de parler de son conjoint, je lui propose de rencontrer l'infirmière et éventuellement le psychologue ou éventuellement le psychologue de cette antenne. Et en fait, elle choisit l'infirmière. Donc après, dans le travail de coordination, il y a l'appel aux professionnels pour faire les transmissions et expliquer le cadre qui va faire quoi. Après, une fois que ce sera fait, je prévois de la revoir. Je me propose de la revoir chaque fois qu'elle vient au rendez-vous pour ne pas multiplier les allées-venues. Et j'essaye de caler les rendez-vous en fonction des rendez-vous avec le gynéco ou des échos.
Et dans l'idée, après, je prévois consultation pédiatre, suivi de l'enfant, et la préparation de l'explication des enfants, la transmission, etc. Après, une autre situation, j'appelle une sage-femme au secteur d'hospitalisation. Donc ça fait aussi partie des appels. On m'appelle pour faire un pompier. C'est une patiente, elle est rentrée aux urgences, elle était alcoolisée, l'interne lui a fait une alcoolémie, et puis dans le service, personne n'a reparlé de cette alcoolémie, la sage-femme la récupère, elle la trouve un peu élevée, et elle appelle pour que j'intervienne, pour que j'aille voir la dame et rentrer avec elle. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on peut faire. Une autre des demandes, ça c'est assez fréquent, c'est des patients qui appellent et pour un rendez-vous. Alors celle-là, elle a trouvé le numéro sur Internet. Elle vient de se rendre compte qu'elle est enceinte et elle a peur que l'embryon soit mal formé car elle prend tous les week-ends de la cocaïne et de l'ecstasy. Je reçois des mails aussi maintenant de femmes qui s'alcoolisent en début de grossesse. Donc après, les conduites à tenir, ça va être du coup rassuré. Donc moi je me positionne toujours sur le cadre de l'interruption médicale de grossesse. Là, il n'y a pas d'indication. Après, j'explique les effets de l'embryon sur l'embryon et puis tout ce qui peut se passer si elle reconsomme. Donc tout l'intérêt qu'il y aura à ne pas reconsommer. Et après, il faut organiser le suivi de grossesse après l'évaluation de la situation globale. Alors ça, ce sont les patients qui sont les plus difficiles à adresser en addicto. Parce qu'elles considèrent qu'elles consomment de temps en temps et il n'y a pas de souci. J'ai aussi pas mal de patientes adressées par des échographistes. Alors, ils sont classés dans le rapport d'activité comme du champ de la grossesse. Et notamment ceux avec lesquels on suit des patientes qui ont des consommations d'alcool. Et là, c'est un échographiste qui a reçu une femme enceinte pour la première échographie. Et elle vient de connaître sa grossesse. Et arrivée devant la sonde d'échographie, elle est stressée. L'écho lui demande pourquoi elle est aussi inquiète. Et elle lui dit, mais parce que en fait, je viens de me rendre compte que j'étais enceinte et puis j'ai consommé de l'alcool quand même pas mal jusque-là. Donc, il fait l'écho et puis il lui dit, si vous voulez, je vous propose de rencontrer voilà. Et donc, il me l'envoie pour que j'organise le suivi de grossesse et que je fasse le point avec elle. Donc là, il va y avoir un rendez-vous, creuser la situation. Au niveau des consommations, on est quand même sur de l'alcool tous les soirs. On va travailler avec le conjoint. Et puis des alcoolisations importantes le week-end. Donc c'est 8 verres par jour, plus pas possible. Enfin, elle n'arrive pas à évaluer les quantités le week-end. Bon, cocaïne occasionnelle n'est pas depuis 2 mois et un THC. Alors elle a arrêté totalement l'alcool et le tabac à la découverte de la grossesse. C'est aussi des patientes qui sont difficiles à adresser parce que, comme elles ne sont pas dans une démarche de soins et de réflexion par rapport à leur consommation, quand il n'y a plus de produits, il n'y a plus de problème. Et c'est aussi souvent ce que l'attitude des professionnels de notre champ, c'est qu'il n'y a plus de produits, il n'y a plus de problème. Donc on va, en fait, cette patiente, elle va aller voir un alcoologue, elle va faire un point à un moment avec un alcoologue, elle va même lui emmener son copain qui lui va avoir un suivi. On a travaillé sur l'après, en fait, sur l'après et le risque de reconsommation après, et je l'ai reçue 6 mois après, elle est toujours abstinente. Au type d'appel, je vous appelle pour une amie, elle prend de l'héroïne et du Subutex, elle est enceinte, elle va bientôt accoucher, elle est suivie chez vous. Mais elle n'a rien d'imaginé. Et en fait, je lui dis, mais comment vous savez, enfin, elle a oublié de l'héroïne dans ma salle de bain, c'est comme ça que je me suis aperçue. Est-ce que vous pouvez la voir? Donc je lui demande si elle est au courant de sa démarche, la copine, et puis je donne un rendez-vous en urgence, parce qu'elle a 35 semaines, on est à 8 mois et demi. Elle va bientôt accoucher et c'est l'amie qui transmet le rendez-vous à la patiente. Et elle vient seule. Et en fait, c'est la première grossesse du couple, très attendue. C'est une femme très intégrée socialement. C'est une femme qui travaille dans le milieu, dans l'infirmière. Elle pleure, elle est très culpabilisée. Elle a voulu arrêter en fait le Subutex, ça correspondait pas à l'image qu'elle se faisait de la bonne mère.
Elle a presque réussi. Alors son médecin généraliste l'a beaucoup encouragée, et son compagnon aussi. Elle a un super suivi de grossesse, tout nickel, en libéral d'abord, et puis en CHU parce qu'à la découverte, à l'échographie du 5e mois, on a découvert une petite anomalie pulmonaire. Et elle me dit qu'en fait, à partir du moment où on a découvert ça, c'était encore moins possible de pouvoir en parler à quelqu'un. Elle a accepté une consultation avec la sage-femme tabacologue, elle a eu un suivi, elle a diminué le tabac, mais elle n'a pas parlé de sa toxicomanie, ni à la tabacologue, ni au gynéco, ni à la sage-femme libérale, chez qui elle a fait l'entretien prénatal précoce et toute la préparation à la naissance. En fait, elle a commencé à reprendre de l'héroïne vers 7 mois de grossesse. Elle a diminué de 3/4 son subutex et elle a repris de l'héroïne. Elle a tenu quand même 2 mois entre l'annonce de la malformation et le moment de reprendre quelque chose. Donc on a le gros travail avec ce type de patiente, c'est vraiment déculpabiliser, valoriser le fait qu'elle ait réussi. Elle me dit de toute façon, comme je n'arrivais pas à le dire, il a fallu que j'oublie quelque chose chez ma copine. Mais ça a été ma façon de le dire. Donc après, mon boulot, c'est d'expliquer l'intérêt de la stabilité du TSO, de lui proposer d'appeler le gynéco pour faciliter la rencontre suivante. Pas que le gynéco dise mais comment ça se fait que vous ne l'avez pas dit. Et puis ensuite préparer donc une consultation avec une consultation en addicto. Alors ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on hospitalise les patientes et rapidement, donc on l'a hospitalisée le lendemain pour 48 heures pour rééquilibrer le traitement de substitution et faire une petite rupture avec l'extérieur. Ça a permis qu'elle rencontre le pédiatre pendant le temps d'hospitalisation et qu'on visite la salle d'accouchement, unité kangourou, ce qui permettait d'avoir une unité de prise en charge qui correspondait à la demande de la dame. Après, l'appel médecin généraliste, j'insiste un peu parce que les médecins généralistes, c'est ceux qui sont là avant, c'est ceux qui sont là après, et nous, on ne sera plus là. Pour expliquer la démarche, pour expliquer ce qu'on a proposé, et puis tout ce qui va se passer autour de l'enfant, parce qu'ils ont souvent des questions. Et pour aussi donner la position par rapport à l'allaitement, que ce soit poursuivi après. Et aussi pour lui demander s'il est d'accord pour relayer la prescription, même si lui, il avait beaucoup poussé. Moi, j'envoie beaucoup de documentation par mail aux médecins généralistes. Voilà, il y aura une surveillance en fin de grossesse par la sage-femme libérale, et elle souhaitait ne pas transmettre par contre sa consommation à la sage-femme libérale. C'est la seule personne. On m'a dit j'ai envie d'avoir un espace de quelqu'un qui soit pas au courant. Donc on n'avait aucune indication de ne pas le faire. Alors l'Exapa qui appelle, on a une patiente sous méthadone qui a un test de grossesse positif. Donc la demande du XAPA, c'est d'organiser le suivi de grossesse. Donc là c'est facile, c'est facile. Quand les patients sont suivis par un XAPA, on est content. On est content parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire, parce qu'en général c'est déjà cadré au niveau des consommations, au niveau de la situation sociale, il y a une sécu. Par contre, après, les XAPA, les équipes pluridisciplinaires, c'est bien, mais il va falloir qu'on travaille avec le réseau de ville, parce que cette patiente, elle a un logement, et en général, et puis elle a souvent pas de médecin généraliste, parce que souvent, les XAPA avec lesquels on travaille, les médecins généralistes, elle voit tellement souvent le médecin que ça devient un médecin traitant. Donc on va avoir besoin d'un médecin aussi en ville, pour elle, mais aussi pour l'enfant. Et puis après, tous les questionnements sur le suivi social, comment on introduit la PMI, quand, et les liens. Mais c'est quand même la situation la plus simple. Et après, on a aussi découverte de grossesse en hospitalisation en addictologie. Donc découverte de grossesse, là c'est une patiente qui est hospitalisée dans un service pour un sevrage d'alcool et elle vient de leur dire qu'elle est enceinte. On a des services, ça fait partie du bilan d'entrée, test de grossesse. Et elle ne sait pas de combien. Et donc on programme une écho, et en fait cette femme consommait beaucoup d'alcool. Et quand elle s'est aperçue de la grossesse, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée voir son médecin généraliste, qui savait qu'elle avait un problème avec l'alcool, et qui l'a fait hospitaliser tout de suite en addictologie, dans un service où elle avait déjà été hospitalisée plusieurs fois. Elle est très contente de cette grossesse.
l'évolution en 20 ans, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille sur ces questions-là, et qu'il y a cette coordination. Donc on est parti de très peu de femmes visibles à la maternité à 70 à 80 femmes suivies tous les ans. Et puis on a une nette augmentation du repérage des addictions sans opiacés, en particulier l'alcool. Dans le rapport, voilà, il y a mis la feuille du rapport d'activité l'année dernière. Alcoolisation excessive ou chronique, ça devient important. 22% de femmes qui consomment. Le tabac, tu disais, c'est quasiment toujours. Cannabis, opiacés, buprenorphine, méthadone, cocaïne, crack, voilà, fétamine, ecstasy, et les médicaments psychotropes. Voilà, merci de votre attention. Donc, merci Corinne Chanal pour cet exposé très pratique de votre exercice et puis très illustré et qui nous montre bien que à travers le suivi obstétrical, la rencontre avec les femmes enceintes, on peut avoir accès à la question des addictions et repérer, évaluer, prendre en charge, orienter. Et puis inversement, quand il y a un suivi addictologique déjà en cours, on peut effectivement, chez une femme enceinte, pouvoir permettre un suivi obstétrical correct, qui permettre donc que les choses se passent au mieux pour tous les acteurs. Est-ce que vous avez des questions pour Corinne Chanal sur son exposé? Bonjour, je m'appelle Camille Quintaressi, je suis sage-femme libérale sur Avignon, je fais partie du réseau Modèle 84. Et en fait, je fais pas mal de consultations tabaco et avec la nouvelle législation, c'est simple, hein, la semaine dernière, je me suis retrouvée avec un couple qui est venu et du coup, il était évident qu'il fallait que je fasse entre guillemets une double consultation. Et pour la mère et pour le père, puisqu'ils étaient tous les deux dans une grande consommation de tabac, avec des problématiques différentes, avec la nouvelle législation, et du coup j'ai commencé à m'en occuper. Mais je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez et comment vous gérez cette situation, sachant qu'en cabinet libéral, on est quand même un petit peu aussi coincé comme vous, j'imagine, par le cabinet. Et comment est-ce qu'on peut arriver à bien manager ce type de situation, quoi? Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je me suis décoincée de ça, dans le sens où je ne fais pas de consultation tabaco. Et ça veut dire que je ne fais pas d'intervention en addicto, je travaille avec des addictos. Ça veut dire que je vais creuser la situation avec le père et je vais travailler une orientation pour le père. Mais ce n'est pas moi qui vais faire la consultation tabaco. Je vais faire le point, je vais faire souffler l'appareil assez haut, je vais faire une intervention brève et puis ensuite je vais orienter. Donc je ne me retrouve pas coincée avec ce double suivi. Mais la sage-femme tabacologue avec laquelle je travaille, elle est confrontée à la même chose. En fait, souvent, elle prend en charge là, elle voit le couple, et après, elle adresse sur un collègue, sur le service tabaco de l'hôpital, qui est le couloir de l'autre côté. Elle adresse le conjoint pour le suivi. Ah oui, c'est idéal. Mais quand on est en libéral, le fonctionnement est complètement différent. Donc moi, avant, je laissais la plaquette du réseau avec lequel je travaille pour qu'ils prennent contact et qu'ils puissent voir un médecin généraliste pour gérer sa problématique. Mais je me suis bien rendu compte qu'en faisant ça, je perdais beaucoup de papa, en fait. C'est-à-dire que leur problématique, ils ne la prenaient pas en charge. Le problème du libéral, c'est qu'on entend la consultation, on se fait la vacance. La problématique, c'est que je me retrouve avec des consultations en quart d'heure, une heure. Ouais. Alors quand les consultations sont trop longues, il faut les fractionner. Pardon? Quand les consultations sont trop longues, ouais. La seule façon de s'en sortir, en fait, c'est de les voir plus souvent. Moi, je suis salarié, je fais du soutien téléphonique. Ça permet de raccourcir un peu aussi les temps de présence. Mais les sages-femmes libérales ou les sages-femmes de consultation, mes collègues de consultation rapprochent les rendez-vous et voient les patients plus souvent pour les voir moins longtemps. Mais le père, la question est entière. Travail en réseau. Une autre question? Donc on va appeler la troisième